Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. On est toujours confinés, COVID oblige. Hey, en parlant de COVID, la dernière fois, dernier podcast qu'on a enregistré, ton fiston, ton plus jeune, l'avait peut-être attrapé ou? Ouais, fausse alerte. Il a passé des tests, mais non, il l'avait pas du tout. Donc, on se croise les doigts. À date, là, tout le monde autour de moi, il y a personne qui a pogné la COVID. Ah, fait que t'as récupéré ton ado, là, plutôt que de laisser chez ton ex. Ouais, moi, je pas ça, là, qui vient de faire son tour de temps en temps à la maison, là. C'est correct. Donc, là, nous, on va présenter cette émission-là au retour des fêtes, mais on l'enregistre vraiment avant les fêtes. Donc, on peut pas raconter comment va s'être passé notre temps des fêtes, mais on vous donnera un peu d'informations à l'émission du mois de février. On dira ce qui s'est passé. Puis, aujourd'hui, on va parler de Microsoft Graph et on est chanceux parce que on a vraiment quelqu'un qui, au jour le jour, travaille avec cette technologie-là. Puis quelqu'un aussi qui est pas, c'est pas nouveau pour lui faire l'informatique, là. C'est un vieux de la vieille, comme on dit en bon québécois. Donc, on a Joël Quimper avec nous. Bonjour, Joël. Salut les gars, ça va? Hey, salut, ça va bien? Oui, toi? Yes. Super content d'être avec vous autres aujourd'hui, c'est super cool. Oui. Hey, Joël, c'est pas ton premier podcast avec nous, mais... Non, le premier, ça fait très longtemps. Ça avait été enregistré dans la cuisine chez vous, je m'en rappelle encore. Il y avait full de matériel, c'était impressionnant, là. Ouais, puis maintenant, on fait tout ça à distance. Avec la magie, nous autres, on utilise Zencastr, là, qui est... Un service web. Ouais, un service web permet de faire de l'enregistrement à distance, donc... Ah non, écoute, il y a une de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis le temps, surtout dans les premières années, là, c'était difficile de faire des podcasts. Maintenant, la technologie est vraiment de plus en plus aisée. De toute façon, on parlait au début de COVID, si on avait vécu la COVID en 2005, ce ne serait pas la même chose qu'en 2020, c'est-à-dire les télécommunications n'auraient pas été les mêmes. Ouh, non! C'est beaucoup plus ardu sur l'économie, là. En tout cas, beaucoup de secteurs d'économie, juste du fait qu'on peut faire soit des Zooms ou des Teams, on réussit quand même à travailler. Quand nous, on est capable de continuer à publier notre podcast, COVID, pas de COVID, ça change pas grand-chose. Si ce n'est, mais nos introductions, où est-ce qu'on... Au lieu de parler de température, on parle de comment on va avec la COVID. Le COVID. Joël, ça fait que... Bon, t'es quelqu'un qui a un statut d'architecte logiciel. Pendant plusieurs années, tu as été architecte logiciel dans des grandes organisations à Montréal, Caisse de dépôt, PSP, tu as travaillé chez Microsoft. Et là, tu t'es joint depuis combien d'années maintenant que tu es chez ton nouvel employeur? Presque 2 ans. C'est le meilleur job que j'ai jamais eu, c'est vraiment cool. Humano. Hein. Humano, c'est quoi? C'est une boîte de services conseils autour des technologies Microsoft? En fait, nous, on a 3 petites parties. Oui, on est beaucoup, en fait. On est beaucoup autour des technologies Microsoft. On est né de là, les fondateurs, c'est des anciennes Microsoft. Mm-hmm. On a commencé initialement beaucoup autour de SharePoint Office. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Teams. Uh-huh. Puis pour aller compléter ce qui n'existait pas beaucoup dans le marché, les gens qui vont faire du développement pour étendre la plateforme. Puis au fil du temps, on a développé un produit qui s'appelle Cloud Doc Kit, qui auto-documente n'importe quel infra as code qu'on vend partout dans le monde. On a comme vraiment beaucoup de clients, là. C'est vraiment un produit qui est vendu partout. Mm-hmm. Fait qu'on a le produit, on a une équipe de services, puis dans le fond, on fait beaucoup de services chez surtout les clients de Montréal pour aller faire du développement autour d'Office 365, là, que ce soit Teams, SharePoint, que c'est vraiment le créneau où on va venir faire beaucoup de développement. Puis votre produit Cloud as Kit, tu m'as donné le buzzword infrastructure as code.
Donc là, Ouais. moi, ça me pose la question, et ça se positionne où par rapport à des outils comme Azure DevOps ou GitHub ou C'est complètement différent. En fait, on est pas mal dans la niche où on est pas mal tout seul. D'ailleurs, tu sais, les éditeurs, les gros éditeurs d'Enterprise Architecture, ils veulent tous travailler avec nous. Ce qu'on fait, c'est nous autres, on génère la doc à partir... Mettons, toi, là, Mario, tu as tout installé dans Azure. Ouais. Tu as 57 resource groups, tu as plein d'affaires. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je me retrouve plus. Nous, on génère des visios qui représentent ce que tu as dedans. Quand je dis infra as code, c'est parce qu'on récupère cette information-là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on génère les visios, on génère la doc. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça parce qu'on a rajouté des règles de compliance. Ouais. Fait que là, on va être capable de dire, ben, ce resource group-là, il y a eu tel changement de firewall, ou tel est ouvert, ou telle patente. Fait que ce qui fait que notre produit est beaucoup utilisé, ça documente, ça crée ta doc de ton environnement. Un de nos plus gros clients, c'est Microsoft, là, ils documentent beaucoup de leurs mandats avec nos affaires. Fait que c'est vraiment cool, c'est un produit qui est vraiment cool. Fait que, donc, c'est ça. Et toi, le domaine de spécialisation que tu as chez Humano, c'est autour justement de Graph, puis de tout ce qui est le développement. C'est clair. C'est clair. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on fait, nos clients nous appellent parce que dans le fond, ils ont SharePoint out of the box, puis ils disent moi, dans mon contexte, je sais pas, je fais de la GED, je fais de la collab, de l'intranet, j'aurais besoin d'un petit bouton qui crée mes teams tout le temps de la bonne façon. C'est pas suffisant, des fois, les Teams templates. Puis, qui dit étendre la plateforme, j'aurais besoin de créer des sites de partage à l'externe, j'aurais besoin de créer des sites de recherche. Qui dit étendre la plateforme SharePoint ou Office 365 en général, ben, qui dit ça, dit Graph. Mm-hmm. Tu as donné l'acronyme GED au début de ton propos, qui veut dire gestion documentaire. Donc, est-ce que tu dirais que le gros du marché pour SharePoint est encore autour de la gestion documentaire ou c'est quand même pas... C'est plus la collaboration, donc... C'est plus la collab, mais il y a un peu de toutes les organisations ont besoin de GED. Puis c'est surtout les organisations commencent à se centrer autour de la collab dans Teams, mais c'est quand, mettons, t'as Teams pour faire un projet, mais quand le projet termine, puis que là, les documents vont tomber officiels, puis il faut les conserver 7 ans, blablabla, là, c'est comme de la poutine de toutes les organisations. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est justement comme l'action fermer un projet. Ça serait de quoi qu'on coderait, puis via le graphe, on serait capable d'aller dire on enlève les droits, on crée un autre groupe, on déplace des documents, on fait des activités back-end qui font des actions qui de d'autres façons, ils seraient obligés de faire manuellement, là, puis qui sont très lourdes, là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que SharePoint, c'est Teams, c'est le plus gros morceau, là. Toutes nos choses vont partir de Teams. Mais à un moment donné, il faut ça, soit qu'il y ait des structures préétablies, soit qu'il y ait des métadonnées parce qu'ils veulent pouvoir classifier, mais les utilisateurs connaissent pas ça. Fait que c'est ça qu'on vient automatiser à l'intérieur de la plateforme Office 365. C'est complètement fou, hein, comment ce produit-là est parti de quelque chose de tout petit, là, puis comme c'est rendu comme le centre du travail dans l'entreprise là, présentement. Là. Oui, puis surtout depuis le début de la pandémie. Nous, ça a accéléré la demande chez nous parce que les gens utilisent plus ces plateformes-là. Puis là, dans le fond, ils ont plus besoin de l'encadrer, d'ajouter des petits automatismes autour. Puis, ben, c'est ça a accéléré la business pour nous. Mm-hmm. Donc, Joël, ça fait 3 ans que tu dis que c'est l'emploi dans lequel tu as le plus de plaisir. 3 ans que tu es chez Humano. Précédemment, tu as été chez Microsoft. Fait beaucoup d'architecture, justement centrée autour de tout ce qui est SharePoint et puis même dans tes autres mandats antérieurs. Là, oui, c'est ça. SharePoint, c'est un produit que j'utilise depuis SharePoint 2010. Là. Mm-hmm. Fait que je suis pas un nouveau là-dedans. Mais c'est sûr que les autres, dans ce temps-là, ça n'existait pas le graphe. Puis c'est ça que moi j'aime du graphe. Là. C'est que c'est comme un peu le one place. T'sais. Office 365 est devenu comme le produit. Dans le temps, si tu voulais automatiser ou faire des actions, tu avais l'API d'Exchange si tu voulais envoyer un courriel, l'API de Skype si tu voulais chatter, l'API de SharePoint si tu voulais jouer avec des docs. Tu avais 54 API, puis 54 façons de t'authentifier, puis tu sais, mais aujourd'hui, c'est ça, Graph est venu tout unir ces choses-là.
Ce qui fait que tu as un seul API qui te permet de faire toutes les activités Office 365. Ben, pas encore toutes. Là. Microsoft dit toutes. C'est leur vision. Mais c'est pas encore tout là. Mais l'API évolue vraiment vite. Là. Mais c'est là l'intérêt. C'est là l'avantage, puis ce qui est plaisant de travailler avec le graphe. Mais Joël, c'est quoi le concept d'un graphe? Parce que moi, j'ai entendu parler du graphe de Facebook, par exemple, du graphe de Microsoft, mais si on essayait de définir c'est quoi le concept du graphe, comment tu l'expliquerais? Ben, la meilleure façon de l'expliquer, moi, je trouve, c'est une slide visuelle que Microsoft avait au début quand ils ont lancé le graphe. Tu sais, ils dessinaient des documents, des utilisateurs, des échanges, fait que dans le fond, des groupes, là, tu sais, dans le fond, tous les concepts de collaboration. Fait qu'un utilisateur, il est linké à un user, à un document. Fait que c'est un peu, si tu commences à faire le graphe des interrelations, genre Joël, son manager, Marco, dans le fond, et Joël a créé un document qui est dans tel groupe que Pierre est un membre. Te que là, ça vient lier ces choses-là. C'est ce qui fait quand tu es dans Office 365, là, puis tu sais, quand tu arrives dans Delve, puis toutes ces choses-là, puis qui te présente les documents les plus récents, tu sais, toute cette chose-là, c'est tout centré autour du graphe. Le graphe, c'est vraiment la place où tous les éléments vont trouver une façon d'être reliés. Ben, c'est sûr qu'à la base, c'est un API REST qu'on va interroger, là. Mais c'est l'API par lequel on est capable de voir les liens entre un utilisateur, ses groupes, ses documents. Fait que c'est vraiment le graphe, c'est imagine tout ce que vous faites là, dans le fond dans ton quotidien, des docs, des emails, des groupes, des Teams, tout ça là, tout relié avec les personnes. Puis c'est le graphe là, que si on le dessinait là, ben c'est ça le graphe. C'est ça. Dans la vision de Microsoft, c'est beaucoup plus comme un API universel pour accéder à n'importe quoi qui est géré soit par Office 365 ou c'est exact. Qui est géré autour d'un Active Directory. Donc, toutes les informations que en entreprise on considère importantes. Exact. Ce qui est différent finalement de la vision de Facebook, qui eux, leur graphe, c'est beaucoup plus comme quand on pense orienté objet, puis qu'on a des objets qui contiennent d'autres objets, puis qu'on veut être capable, par exemple, de tout sérialiser ça, puis envoyer ça. Donc là, les autres, c'était pas... C'est sûr que c'est un API REST aussi, mais c'est pas comme exposer tout ce qui est universel chez Facebook avec le graphe chez Facebook. Puis là, peut-être que je me trompe. Guy, tu peux peut-être me confirmer ou contredire. Non, j'ai absolument aucune idée, Mario, mais si je peux, dans le cas de Facebook, ça fait énormément de sens que ce que tu viens d'expliquer, Joël, au niveau de la gestion documentaire, là, c'est quand tu es dans Facebook, là, c'est un petit peu le même chose, là. Donc, moi, j'ai un compte, j'ai des amis ont des photos, exact. Ils ont des likes et tout ça. Donc, tout ça est interrelié. Moi, je connais pas l'API, le graphe Facebook, mais ce que tu décris là, c'est exactement le graphe Microsoft, là. C'est le lien entre les choses. Fait qu'au lieu d'être des likes, des images, tout ça, dans le cas de Microsoft, j'ai un document, je suis membre de tel AD, je suis membre de tel, ou j'ai, je sais pas moi... Telle équipe, tel Teams. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mettons, en fait, c'est de même que le graphe va aller. C'est comme ce que tu expliquais, c'est le même concept que les likes dans Facebook, c'est juste que dans un scope où on travaille autour de documents. Mais tu sais, c'est vraiment si toi, Guy, par exemple, tu es très actif dans un groupe, tu vas souvent. Puis, Mario, tu vas changer un document dans ce groupe-là. Mais c'est sûr que le graphe, c'est quand Guy va arriver, ça va être un des documents qui va arriver le plus vite vers toi parce que c'est relié rapidement. C'est le même concept, là. C'est juste lier tous les éléments de collaboration, que ce soit un email, un document, un groupe, c'est ça. À l'époque, c'est un peu le fameux graphe de Facebook que des compagnies comme Informatica avaient utilisé pour aller chercher, parce qu'à l'époque, Facebook protégeait mal l'information, ce qui veut dire que avec une identité X, je pouvais dire, bon, ben là, dis-moi donc tous les amis d'un texte, les amis, puis là, tu étais capable comme d'aller rechercher tous les gens qui sont regroupés, ce qui était une problématique, parce que là, avec toutes ces informations-là, Informatica faisait des choses vraiment pas trop jolies. C'est pareil, sérieux, mettons. En fait, c'est super intéressant parce que ce que je dis quand on a des nouveaux développeurs, ça, je leur explique, c'est un petit peu comme Facebook, là, le graphe, parce que la première étape, tu t'authentifies, puis là, tu vas obtenir un jeton qui te donne des permissions.
OK? Puis là, les permissions que tu vas obtenir, ben ça, normalement, quand c'est de l'authentification dans Facebook, puis tu veux aller dans une autre application, Facebook, quand tu vas t'authentifier, il va te dire Hey Mario, l'application ABC elle veut accéder à tes photos, à tes amis. Est-ce que tu autorises? T'autorises-tu ou pas? Ouais. Avec le graphe, c'est pareil. La différence fondamentale, c'est qu'un admin corporatif peut préautoriser tous ses users. Mm-hmm. Fait que donc ça veut dire que, mettons, un admin chez Bombardier pourrait décider de dire oui, cette application-là, elle va accéder au calendrier puis aux photos de tout le monde. Ben, je le préapprouve, tu sais. Mm-hmm. Comme ça, le user, il le voit pas, mais c'est le même principe. Donc, c'est quand on utilise, c'est le premier concern qu'on frappe quand les gens utilisent le graphe, c'est beaucoup là. Comment qu'on fait pour limiter la portée de ce que le code qu'on produit va pouvoir aller chercher, là. Parce que on peut aller chercher gros, là. Ben, ce qui me vient en tête, c'est les gens parlent beaucoup, ils disent, ah, là, tu sais, à l'époque, les gens disaient, faut préserver nos bases de données parce que quelqu'un met la main sur nos données, les gens malveillants, là, on l'a vu chez Desjardins au Québec, là, quand ils ont eu des failles de sécurité où les gens avaient volé de l'information confidentielle. Mais la même chose peut se passer avec un graphe, c'est-à-dire que si tu ouvres trop les capacités, ben, un développeur pourrait dire, ben, moi, on va aller chercher toute l'information de cette compagnie-là. Bon, absolument, un développeur, de par ses contraintes légales, il n'est pas supposé de faire ça, là. Exact. Faudrait que ça soit malicieux. Ouais. Il faudrait que ça soit un geste malicieux d'un employé. Mais c'est d'ailleurs ça, les gens. Quand on va. La première question qu'on se pose quand on veut utiliser le graphe, c'est comment on veut gérer l'authentification. Là, l'équipe, ils ont fait un super job à faire une matrice là, que je pourrais mettre en référence. Je vous enverrai le lien, là, vous regarderez ça. Quel authentication provider choisir selon ce que vous voulez faire dans le graphe? Puis là, ça, c'est la première question, parce que dépendant de ce que vous choisissez, le scope de ce que votre code va pouvoir faire peut être soit tout ou limité. Ben, attends, quand tu dis moi, je suis l'impression que le seul authentication provider pour accéder au graphe de Microsoft, c'était justement l'authentification Microsoft. Tu es en train de me dire qu'il y a d'autres façons de s'authentifier pour accéder au graphe? Non. Ce que je te dis, c'est qu'en fait, il faut que tu t'authentifies via une inscription d'application dans Azure AD. Mm-hmm. Fait que ça te prend ça pour pouvoir y accéder. Puis à l'intérieur de ça, il faut que tu ailles déléguer, il faut que tu ailles dire API autorisé, tel API du graphe. Okay. Mais après ça, c'est dans ton code. Parce que là, quand tu fais ça, tu peux dire je le protège par certificat. Puis tu fais aussi le choix du scope. Mettons, tu as deux choix quand tu vas exposer un API. Il est délégué, c'est-à-dire j'ai besoin d'un user authentifié au bout de la ligne, ou il est applicatif. Fait que dans le fond, s'il est applicatif, ben tu as tous les droits. Okay? Après, restreindre ça, là, c'est pas nécessairement évident pour. Il y a certaines affaires qu'on est capable de faire, là. Mm-hmm. Donc, mais si t'es délégué, c'est les droits du user. C'est ça. Donc, si le user n'a pas le droit d'aller voir telle information, ben là, ce que ça va retourner, c'est l'API va retourner une collection vide au lieu de dire je te redonne toute l'information parce que tu n'as pas le droit d'aller voir ça. Exact. Parce que dans le fond, au lieu de dire, genre, par exemple, là, si je voulais dire pouvoir aller lire toute l'information de AD, c'est group.read. .all si je veux que tu puisses aller voir tout. Parce que fait que là, mais si mettons tu es en délégué puis c'est Mario, ben tu pourras pas aller voir dans les groupes que tu n'as pas le droit d'aller voir. Puis c'est sûr que dépendant de l'application que tu fais, des fois tu vas fonctionner en mode délégué en disant ben ça dépend des pouvoirs que l'utilisateur qui utilise l'application a. Puis dans certains cas, mettons tu fais un traitement plutôt serveur, ben là ça va être comme full applicatif, c'est-à-dire que ça sera pas délégué. Puis là, ça peut être dangereux si tu ouvres trop de droits, parce que justement, un programmeur malicieux lui pourrait se servir de ça pour dire, ben, je vais aller chercher beaucoup plus d'informations que juste ce que l'application est capable de faire. C'est sûr que si tu rouvres un API avec les droits, là, group read write all, puis que c'est applicatif, puis que tu as un développeur qui a le client ID puis le certificat, ben le thumbprint puis le certificat là, parce que pour pouvoir coder ou un client secret, dépendant comment ils ont décidé là. Mais le développeur qui a ça, c'est sûr qu'une fois qu'il a obtenu son barrier, parce que dans le fond, la manière que ça marche, la première étape, c'est que tu vas faire ton authentification en utilisant le provider que tu veux. Fait que ça, tu peux choisir un flow implicite, un flow on behalf, un flow password, un flow client app. Fait que là, tu vas choisir quel flow tu veux. Puis là, l'application en Azure AD va te générer ton token qui, toi, après, dans tous tes calls au graphe subséquent, tu vas l'insérer comme header
comme autorisation barrier. Donc, Puis toutes ces natures-là, ces types d'autorisation, si tu veux utiliser le graphe, il va falloir que tu maîtrises un peu ces types-là parce que ça fait partie comme de tes portes d'entrée. C'est-à-dire qu'avant même d'appeler l'API, il faut que tu ailles des droits, il faut que tu ailles une authentification. Donc, il faut que tu comprennes ça en premier lieu. Oui. Puis je vous dirais, mettons, quand nous, on a commencé, mettons, les premières affaires qu'on a faites avec la graphe, ça date de peut-être de 3 ans. Là. Mm-hmm. Puis au début, tu te casses la tête pour comprendre ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, la doc est vraiment bonne. Là. Daryl, je sais pas si vous avez déjà eu, et il fait une méchante bonne job là-dessus. Là. C'est cool. Le product manager du graphe est à Montréal. Là. Un des product managers, ils sont plusieurs. Puis, fait que c'est cool. On avait eu une couple de discussions parce que dans les providers, il y avait un provider que moi, je souhaitais utiliser pour pouvoir restreindre mon niveau, pour pouvoir restreindre le footprint que l'application donne, mais Microsoft arrête pas de dire que c'est pas recommandé de l'utiliser. Puis là, dans une discussion, ils ont arrêté de dire que c'était pas recommandé. Fait que c'est cool. Là. L'équipe est locale. La doc a beaucoup évolué. La grille que je vais vous envoyer, là, ça s'appelle Choose a Microsoft Graph Authentication Provider Based on a Scenario. Fait que là, tu arrives avec c'est quoi le scénario que tu as, puis tu vas pouvoir choisir. Ils vont t'amener à choisir le bon provider. OK. Donc, un coup qu'on a les droits, qu'on a l'authentification, tu sais, c'est facile de dire, ben, regarde, le graphe, c'est tout ce qui existe dans le monde sur Office 365, mais si on essayait de donner comme des exemples. Oh, oui, oui. Mario, je t'arrête là. Tu dis c'est tout ce qui existe sur Office 365. Si, par exemple, je suis en entreprise, Mario, j'ai juste un AD, est-ce que j'ai un graphe? Si t'as pas Office 365, t'as pas de graphe, là. OK. Donc, ça me prend Office 365. OK. Oui. Parfait. C'est vraiment... Puis est-ce qu'on fait la distinction entre Microsoft 365 et Office 365? En fait, je suis pas le spécialiste. Ma compréhension, c'est que Microsoft, quand il parle de Microsoft 365, il inclut les produits Dynamics là-dedans, puis tout, Windows, machin. Le graphe utilise la même authentification. Donc, exact. Tout le monde utilise la même authentication. Puis ça, c'est vrai que parce que quand tu choisis un authentication provider, là, c'est pas spécifique au graphe. Là. Nous, on utilise les mêmes authentication providers pour aller interroger l'API d'audit, l'API de management, l'API. Puis j'imagine que tout ce qui est Dynamics, ben eux, à quelque part, Microsoft, c'est peut-être pas déjà fait, mais ils doivent dire, ben ça va être juste bonifié, puis ça va faire partie du graphe. Peut-être, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas dedans. Okay. Mais là, je suis pas Microsoft, là, je suis pas dans leur secret, mais aujourd'hui, c'est pas dedans. Donc, c'est quoi les grandes catégories d'informations qu'on retrouve dans le graphe ou les grands groupes? Tout ce qui est user. Okay. Donc, Mario, les propriétés de Mario, tout ce qui est de l'information autour de toi, dans quelle organisation, ton manager, son manager, fait que naviguer les users. Tout ce qui tourne autour des groupes, donc que ce soit les groupes Office 365 ou les groupes de sécurité. Tout ce qui tourne autour du calendrier, tout ce qui tourne autour de tes devices aussi sont accessibles via ça, tous ceux qui sont enregistrés dans Azure AD, tout ce qui est fichier, Drive, donc OneDrive ou SharePoint. Là. Donc ça, c'est fichier, c'est accessible, tout ce qui est courriel, tout ce qui est OneNote et compagnie, tes carnets, tout ce qui est Task et Planner, tout ce qui est Teams, Tab, whatever. Okay? Tout ce qui est, en fait, tout ça. C'est vraiment, enfin, au niveau, je pense que j'oublie pas grand-chose. Si à la base, c'était très, très, très centré sur le user, donc quand tu commences à utiliser Office 365, théoriquement, tu devrais plus, dans ton organisation, avoir des espèces de BD où tu gardes l'information sur les employés. Tu devrais tranquillement, pas vite, tout migrer puis dire mes informations de mes employés, c'est directement attaché à mon graphe. En fait, tu peux, en fait, ils vont être dans le graphe. C'est dans le graphe, tu as vraiment là, toute l'information, dépendant de l'organisation, là, ça va partir de l'EAD interne, la majorité. Puis là, ils vont synchroniser ça dans Azure AD, puis ça, c'est ce que tu as. Fait que les propriétés qui synchronisent, là, ça, c'est tout accessible dans le graphe. Parce qu'ils peuvent bonifier ces propriétés-là, j'imagine aussi. Oui, on peut étendre. En fait, plusieurs organisations vont l'étendre. Un endroit où est-ce que les ressources humaines gardent, je sais pas, moi, les salaires, les ci, les ça, on pourrait directement les attacher là. Bon, probablement qu'à la place, ils vont utiliser des produits soit de Dynamics ou d'autres compétiteurs
qui eux-mêmes leur permettent de gérer les ressources humaines. Puis, grosso modo, ce sera pas à ce moment-là dans le user du graphe qui vont garder ça, mais plutôt dans l'applicatif qui vont servir pour gérer les ressources humaines. Mettons des choses qui n'ont pas rapport à l'écosystème Office 365, j'aurais pas tendance à les mettre là. Mm-hmm. Les propriétés qu'on étend, c'est vraiment souvent, mettons, il y a des subtilités genre division ou des structures ou sous-compagnies ou ça va être des choses qui sont pas nécessairement dans AD natif là, que les clients vont nous demander d'étendre. On veut chercher les gens par souvent ça va être division là, c'est ce style de choses-là. Est-ce qu'on peut voir que le graphe, c'est comme la version 2.0 de ce qui était originellement l'Active Directory, c'est-à-dire on a bonifié, on a fait un API vraiment bien, tout REST, puis que ça soit facile de pouvoir gérer toutes nos ressources avec le lien, là, c'est-à-dire les employés, les ressources auprès des fichiers, des équipes, ces choses-là. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que dans le fond, c'est sûr que tu as user, puis user, c'est sûr c'est Azure AD. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est Azure AD en arrière. C'est juste le graphe, c'est l'API qui te permet d'accéder à toutes les ressources dans Office 365. Mm-hmm. Que ce soit un user, c'est licence, c'est courriel, c'est chat. Fait que c'est ça, là, c'est vraiment ce qui te permet, mais ou c'est pas nécessairement juste un user, là, on parle d'un user, mais tu peux aller chercher un site, tu peux dire, ce site-là, il y a 47 doclibs, cette doclib-là a 48 documents, tu peux, c'est vraiment tout ce qui se passe, c'est l'API qui te permet d'accéder à tout ce qui se passe dans Office 365. Donc, ce que je comprends, c'est que historiquement, je vais essayer d'expliquer ça avec un contexte historique, tu me diras si ça a du sens, Joël, ou non. Tu sais, il y avait un produit qui s'appelait Active Directory qui te permettait justement de gérer tes users, leurs droits, puis les accès. Après ça, tu avais un autre produit qui était Exchange qui permettait de gérer les emails, puis de pouvoir gérer des groupes, des choses de cette nature-là. Ensuite, tu avais SharePoint, qui eux autres, c'était plus pour faire de la gestion documentaire à l'origine. Après ça, il y a mis un volet collaboratif qui aujourd'hui a évolué et est devenu tout le volet Teams. Mais c'est ces produits-là qu'on a réunifiés avec un API. On a dit ça, c'est maintenant notre graphe. Puis c'est la meilleure, c'est exactement ça. OK. C'est dans le fond, maintenant, c'est un seul API. C'est pour ça que c'est. Parce qu'avant, mettons, moi, dans le temps, mettons, il y a 5 ans, là, quand je voulais développer, si j'avais besoin de créer une relation entre Guy, puis c'est les documents qu'il utilise, puis les sites qu'il va dessus, puis les chats qu'il a fait, les conversations qu'il y a eu, fallait que je tape, puis dans le fond, de l'information sur son profil, c'est qui son manager et compagnie, fallait taper AD, Exchange, Skype, SharePoint, fallait taper tout. Avec des... Ouais. Puis là, on recréait le concept de graphe dans notre monde objet, comme tu disais tantôt. Là. Nous, on aurait refait ça dans notre structure. On aurait recréé ce graphe-là. Là, on n'a plus besoin de le créer parce qu'il est offert. Mm-hmm. Fait que dans le fond, l'API, tu peux l'interroger. Moi, je peux faire /me/ là, ça retourne moi. /me/ manager, là, ça retourne mon manager. Là, je peux faire /me/ manager tu peux te promener à l'intérieur. Dans le fond, ça te donne une façon de te promener à l'intérieur de l'API, de naviguer, c'est ça qui est intéressant, de naviguer les relations. Puis, étant au data, ça te permet en plus d'étendre en faisant des filters, des selects. Ça te permet de dire, ramène-moi toutes les... le manager de Guy, mais juste son numéro de téléphone. Ramène-moi tous les documents de Guy, mais qui commencent, qui ont tel nom. C'est ça qui te permet... le graphe te permet de naviguer. Mais avant, on aurait dû aller taper toutes les API, tout aller chercher l'information, puis recréer le graphe à l'intérieur de notre code. Là. C'est comme si tous les API avaient été unifiés dans le graphe. Là. Oui, Microsoft, il pousse beaucoup ça. Là. D'ailleurs, c'est beaucoup ça. Là. Si tu veux faire un search maintenant, là, tu veux faire un search, un people search, un search de peu importe, là, ben tu regardes, puis là, c'est bang, il faut que tu ailles à l'intérieur de graphe. Mais ça marche juste Office 365. Donc, c'est aussi une façon de dire, voici la bonification qu'il y a d'Office 365. C'est pas juste que tu vas avoir tes licences de Word, Excel, PowerPoint, puis des licences d'Exchange. Non, c'est tout intégré. Puis, parce que comme il a demandé, c'est que si j'ai pas une licence Office 365, marche pas, je l'ai pas, cet API-là. Non, c'est clair. C'est vraiment là. En fait, moi on le met en super simple. Là. C'est l'API d'Office 365.
C'est juste que là, l'API, de la manière qu'il est conçu, il est relié, il fait les liens à l'intérieur de toutes les entités dans Office 365. Fait que quand tu interroges cette API-là, ben, tu peux te promener dedans. Puis, tu sais, je te dirais peut-être, là, il y a des caveats, là, tu sais, même si t'as pas Office 365, t'as quand même accès à User Group si t'as un autre produit avec Azure AD, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des endpoints que t'as pas besoin, mais tu sais, c'est quand tu commences à parler de calendar puis de email, ben là, tu vas avoir, si t'as pas un exchange online en arrière, tu l'as pas. Puis si tu commences à parler de drive /file /list, ben, drive file, ça te prendrait au moins un OneDrive ou un SharePoint en arrière. Fait que c'est vraiment ça. L'API, c'est le même, mais après, tu sais, si t'as juste AD, ben, quelqu'un qui a juste Azure AD, puis qui utilise, tu sais, juste Azure, là, il va pouvoir utiliser le graphe, là, sans problème. Il va aller chercher User Group, il va aller chercher Device, il va aller chercher... Mais il va chercher les emails parce qu'il les a pas. Ben, pour aller chercher les emails, puis c'est souvent, en fait, c'est drôle parce que c'est souvent un des problèmes qu'on a. Parce que, tu sais, quand on va faire un automatisme, on va le centrer autour d'un compte. Parce que souvent, les gens veulent donner une identité à l'automatisme qu'il fait, là. Ils veulent que ça soit, tu sais, talk show qui fait la job, là. Fait que, mettons qu'on voulait, là, un scénario, mettons qu'on est dans Office 365, on enregistre dans Stream, puis qu'on voudrait qu'après l'enregistrement, que ça aille directement envoyer un Yammer, ben, pas un Yammer, un chat dans Teams, mettons à Guy pour lui dire hey, c'est déjà prêt, tu sais, des automatismes qu'il voudrait qu'on fasse, ben on le ferait avec le graphe. Puis là, dans le fond, le graphe, ben l'identité qui va chatter à Guy, il faut que ça soit quelque chose, ça peut pas être un compte de service, là, 6prod 3427. Puis là, il faut que ce compte-là ait une licence Teams. C'est souvent, en fait, un des premiers bugs qu'on frappe quand on arrive puis qu'il nous crée un compte. Le compte, il n'y a pas de licence. Il peut pas faire la tâche. Fait que quand je vais faire /me/chat/ whatever, là, ben, ça marche pas, là. C'est parce qu'il se dit, t'as pas le droit de chatter, toi, t'as pas de licence Teams. C'est pas t'envoies pas des sous à tous les mois chez Microsoft, donc, faut utiliser notre plateforme. Puis c'est correct. Ben, Je dis pas sarcastiquement, écoute. Non, ben, en fait, dans notre pôle, nous, dans nos clients, ils ont tout Office 365. Fait que c'est pas pour nous, c'est pas une problématique. Mais tu sais, c'est vraiment ça, c'est centré. Ben, tu sais, je dis Office 365, là, c'est Azure AD et les services autour de Office 365, là. Avant qu'on parle de comment on y accède avec, tu sais, bon, on parle que c'est un API REST, mais on va regarder c'est quoi les outils qui nous rendent ça plus simple, parce que c'est sûr qu'on pourrait le faire à la bras, là, directement en faisant des HTTP, puis aller tout chercher. Donc ça, c'est comme la façon très, très, très programmeur basic, là. Mais on va regarder ces outils-là. Mais avant de parler de ça, ce que j'aimerais juste vérifier avec toi, c'est est-ce qu'on peut étendre le fameux graphe? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut rajouter des propriétés aisément? C'est-à-dire, tu sais, les entreprises, est-ce qu'ils peuvent mettre leur graphe, même s'ils payent une licence à tous les mois à Office 365, est-ce qu'ils peuvent l'adapter pour se donner un avantage concurrentiel avec leur autre compétiteur? Non, tu as quelques champs que tu peux étendre, extension, field, 1, 2, 3, 4, là. Mais t'as quelques possibilités, mais c'est très limité, là. Ils sont pas searchable, sont pas, fait que c'est. Donc, faut voir le graphe comme étant juste des fonctionnalités tellement basiques que tu devrais avoir dans ton entreprise, mais c'est pas ça qui va être un avantage concurrentiel, le fait que tu utilises Microsoft Office. Puis je pense que ça a bien du bon sens. C'est pas parce que tu utilises Office 365 que tu as un avantage concurrentiel sur tes compétiteurs. Ton avantage concurrentiel doit venir ailleurs. C'est une fonctionnalité tellement basique d'avoir un Office que c'est un peu comme la comptabilité. C'est pas parce que tu as un logiciel de comptabilité que ça te donne un avantage concurrentiel. Il faut avoir les grands livres, il faut les faire, il faut faire de la comptabilité, puis tout le monde le fait, mais personne ne se différencie là-dessus. Donc, c'est ça. C'est vraiment... le graphe, c'est la façon d'accéder à Azure AD puis les éléments dans Office 365, c'est juste ça. Donc, puis là... Comme j'expliquais, vu que c'est un API REST, je pourrais littéralement là, prendre un browser puis taper HTTP, puis en tout cas, là, en faisant les bonnes choses pour m'authentifier puis me donner les droits, un moment donné, je serais capable de frapper un endpoint qui me retournerait en JSON dans la page web directement les données que j'ai demandé à l'API. C'est un peu ça, l'API. Si on le regarde oui. Écoute, moi, en fait, parce que tu arrives dans la section Getting Started avec ça, là,
C'est vraiment juste ça. C'est juste des API, là. https://graph.microsoft.com/v1.0. Puis là, après, ou il y a la version bêta aussi que vous pouvez utiliser. Ouais. Fait que, mais puis là, dans le fond, tout ce que ça serait, au lieu d'être /v1.0, ça serait /beta. Okay? Fait que, mais c'est tout le temps la même chose. Puis t'appelles ce endpoint-là, puis après, ça va changer. Me, site, groupe, puis là, après ça, c'est /, mettons, si tu fais /users, /guy@visualstudiotalkshow.com, fait que là, tu vas aller chercher juste Guy. Si tu fais /user, tu vas chercher tous les users. Fait que c'est vraiment ça. Est-ce que Microsoft s'attend que tu vas naviguer de cette façon-là ou à la place, ils disent non, on va fournir des API, mettons, tout écrit en .NET pour que ça soit... Oui, ben, t'as les deux dans... Quand tu arrives dans le doc, là, tu peux installer là, en .NET, on a des librairies qu'on peut utiliser. Mais ça reste que même la structure de librairie, elle est pareille comme reste. Là. Okay. Tu vas vraiment faire graph client.site.me. Il garde la même structure. Il n'y a pas. Ce qui fait que c'est. Que l'on vit en orienté objet parce que toi, t'aimes mieux vivre dans un monde orienté objet que de vivre dans un monde HTTP. Ben en fait, toi, si tu veux être orienté objet puis tu vas le faire, tu vas amener les classes parce que ça te tente pas d'avoir un client REST, mettons. Là. Fait que, mais ça change pas grand chose parce que ton code va être exactement le même. Là. C'est très chatty quand tu l'utilises, le graphe. Parce que, mettons, il va falloir, c'est rare que tu fais juste un call. Là. Parce que si tu me dis, va chercher tous les documents sur le site, puis là, c'est rare que les gens connaissent pas l'ID d'un site, là. Fait puis le graphe, pour aller chercher un document, ben, c'est /site/ l'ID du site, mais ils connaissent le nom. Tu peux pas faire /site/ le nom. Fait que là, tu es obligé d'aller chercher l'ID du site. Après ça, d'aller chercher les listes du site. Après ça, l'ID de la liste. Fait que ça peut être assez chatty des fois, là. Ouais, donc, il y a comme un présupposé chez Microsoft que tu vas avoir une bonne bande passante entre ton appelant et ton serveur. C'est-à-dire que tu seras pas dans un mode mobile à distance, mais beaucoup plus on-premise sur tes équipements. C'est sûr que tu vas avoir ton cloud qui va peut-être être hébergé ton Azure qui va être hébergé dans le cloud, mais encore là, tu vas avoir une bonne bande passante entre ton site à toi puis Azure. C'est pour ça que tu vas avoir un API chatty. En fait, c'est ça. Puis je sais pas comment le back-end, ça doit être immense. Mais c'est comme toutes les API REST. À un moment donné, quand tu utilises ça peut être chatty un petit peu. Là. Mais ça, à la base, c'est facile. Tu pars, puis c'est la structure de URL. Moi, ce que je trouve super cool, c'est qu'eux, ils ont créé de quoi? Quand tu vas sur le site de Graph, en même place que tu vas trouver les API reference, puis quel provider choisir, il y a quelque chose, un outil qu'ils ont fait Microsoft qui s'appelle le Graph Explorer. OK. Puis moi, je disais à tous mes devs, on part de là parce qu'au lieu de commencer à essayer de taper, mais là, le Graph Explorer te permet de shaper tes requêtes graph, là, c'est super facile. Là. Fait qu'une fois que tu l'as fait marcher là, après que tu la fasses en REST ou avec le SDK, ça se trouve être la même affaire. Là. Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme path. Fait qu'on va dans le Graph Explorer, puis là, ben, tu rentres tes requêtes, puis tu fais tes choses, puis tu vois ça passer. Là, ça m'amène une question que je t'ai pas posée au début quand on parlait de Microsoft Graph versus le Facebook Graph. Mais là, je suis en train de penser à GraphQL, qui est un query language pour justement être capable de faire des requêtes. Est-ce qu'il existe comme une façon de faire du GraphQL sur le graphe de Microsoft ou? C'est OData. C'est OData, OK. C'est OData, fait que les verbes OData, expand, select, filter. Okay. Un développeur dans notre équipe, dans le fond, c'est au début, moi, OData, j'étais moins familier, mais quelqu'un qui est bien familier avec c'est OData, c'est un API OData. Donc, et là, ce que tu me dis, c'est, bon, Microsoft si, mettons, tu es quelqu'un qui vit dans un monde .NET, Microsoft va donner des librairies pour que tu aies un paradigme orienté objet, pour être capable de faire toutes tes requêtes auprès du graphe. Mettons que je suis pas dans le monde .NET, moi je suis dans un monde JavaScript. Est-ce qu'ils te fournissent aussi l'équivalent en TypeScript?
Bonne question. En fait, nous, on l'utilise, en fait, je vais te dire ça immédiatement. Ou tu vas toujours... Parce que nous, on l'utilise tout le temps reste. Les développeurs préfèrent avoir la main sur ce qu'ils veulent. Mais ouais, tu sais, dans le fond, ici, JavaScript, ouais, c'est ça. Ici, tu l'as à l'intérieur. Tu sais, à toutes les fois que tu arrives dans l'API puis que tu veux un exemple, là, ici, voici comment faire un sign-in. Directement à la requête HTTP, directement avec la librairie en C#, en JavaScript, en Objective-C ou en Java. Ah, ça, c'est les deux questions. Donc, Microsoft a mis de côté toute la communauté Java parce qu'en entreprise, c'est encore très omniprésent. Donc, si toi, tu es une shop Java, ben là, tu peux le faire en Java, ce qui est l'équivalent d'orienté objet comme si tu l'avais fait en C#. Ouais. Et Objective-C, ça, c'est plus si tu es un monde Macintosh, là, dans un monde Mac. Exact. Puis, en fait, là, je regarde l'API présentement, je l'ai jamais utilisé en Java, là. Mais je regarde en Java, puis il y a un SDK, là. Fait que dans le fond, puis je le vois ici, si je veux retrouver les users, ben c'est graph client égale le graph client.build, puis là je passe mes paramètres, .authentication provider. Fait que là, dans le fond, c'est la même affaire que en .NET. Puis après, je le vois ici, user, c'est graph client.me.build request.get. C'est pour ça, en fait, ça, c'est ça qui est intéressant. C'est graph client.me.build request.get. Tu vois, c'est vraiment comme ils ont vraiment encapsulé REST directement dans l'SDK. Là. Avec les paradigmes de l'interface REST, c'est-à-dire que quand tu as des S au début, ça dit que c'est une collection, puis après ça, tu peux aller chercher des ID à l'intérieur. Donc, j'imagine que c'est tout ce paradigme-là qui est vraiment suivi dans la façon de faire de construire leur API. Exact. Moi, ce que ça m'amène comme question, Joël, c'est OK, donc là, je comprends que pour des shops, mettons, vous autres Humano, c'est des développeurs. Vous êtes habitué de programmer, donc d'utiliser l'API REST puis de naviguer dedans. Bon, ça prend un temps pour d'apprentissage, mais comme tu dis avec le Graph Explorer, tu viens m'amener à comprendre comment ça fonctionne, puis à un coup, comme là, tu vois, ça fait 3 ans, mais j'imagine que de très souvent, tu reviens avec des problèmes que tu as déjà vus. Tu dis, ça, on fait ça, parce que tu l'as fait pour un autre client dans le passé, puis à un moment donné, vous bâtissez sur ce que vous avez appris. Oui, c'est ça. C'est pas tant compliqué. Hein. Ce qui est le plus difficile au début, c'est pas le graphe. Le graphe, il est facile. Là. C'est un API straightforward, puis la doc est bonne. Ce qui est difficile, c'est de comprendre le concept d'Authentication Provider au début. Une fois que tu as compris ça, là, après, tu sais, parce que c'est toujours en 2 étapes. Obtiens ton jeton qui te donne tes droits, puis après, tu peux faire des calls. Fait que c'est vraiment... Mais faire les calls, l'API, tu sais, quand tu descends dedans, il est assez straightforward, là. Tu sais, tantôt, j'ai dit /me, puis là, mettons, mais si je disais, j'aimerais ça aller chercher les drives à Guy. C'est, là, avec le SDK Java, drive égale graphclient.users, entre parenthèses, Guy Barrette, .drive. C'est vraiment très, l'API est pas compliqué. La doc est bien faite. Fait que donc ça, c'est juste que des fois, l'API est incomplet. Il y a des choses qui font juste être pas là. Ouais. Il y a certaines affaires comme copier un fichier, par exemple. Ben, il permet pas, il y a aucun, normalement, il y a des conflicts behavior qui sont implantés dans tous les endpoints presque, mais pour le copie de fichier, il veut pas overwriter, là. Fait que donc, si on veut copier un fichier qui existe déjà, on peut pas le... Faut que tu uploades un nouveau fichier avec un nouveau nom, puis tu détruises l'ancien fichier. Exact. Puis tu fasses un rename après ça pour remettre l'ancien nom. Exact. Mais ce qui est problématique dans plusieurs entreprises, c'est parce que tu perds les versions, parce que là, c'est un nouveau fichier. Fait que parce que l'ancien, tu l'as délité. Fait que ça, c'est un exemple là où la majorité, c'est comme dans ce cas spécifique-là, on va avoir chez un client, mettons, 99% des fonctions sont faites avec le graphe, puis pour celle-là, on va le faire avec l'API de SharePoint, parce que lui, il permet de le faire. OK. Et tu sais qu'il y a une grande tendance, il y a une tendance dans l'industrie, parce que des développeurs, c'est en quantité limitée, là, c'est-à-dire que on le sait, là, il y a peut-être après une personne sur 10 dans la population qui a le goût ou les aptitudes de faire de la programmation. Je dirais les aptitudes en premier, puis là, après ça, il faut qu'il y ait le goût, puis ça fait que c'est pas tout le monde qui peut faire de la programmation. Et les besoins sont tellement croissants qu'à un moment donné, on manque de programmeurs, on manque d'informaticiens. Donc, on peut faire affaire avec des firmes comme chez vous, Humano, mais à un moment donné, il n'y en aura pas 25 des firmes Humano. Donc, il y a une tendance qui est de dire, il faudrait peut-être que on soit capable de laisser nos power users devenir des développeurs. Et ça, on le voit là, avec des produits comme Microsoft Flow
ou avec toute la série des produits, le nom m'échappe, Ouais, Power Automate, Power Automate, Power App, toutes les Power BI. Effectivement. Donc, quand on est dans ce mode-là, le Power Automate, qui est l'ancien Microsoft Flow, ou Power BI, mais surtout Power App, est-ce que Microsoft essaie de simplifier ça parce que ces gens-là vont avoir la même problématique? Il faut qu'ils s'authentifient, ou on se dit, ben non, ils n'auront pas le choix, il faut qu'ils comprennent à un moment donné comment marche la sécurité applicative. Non, en fait, je pense qu'ils le cachent pour eux. Parce qu'en fait, puis là, je suis pas un spécialiste, mais on l'utilise beaucoup, Flow, Power Automate, puis Power App ici, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'en fais. Puis c'est la même chose avec Logic App, là, en passant, là. Mm-hmm. Quand c'est qu'il assume que tu as un compte, là. Fait que il passe beaucoup en mode delegate. Okay. Puis quand tu vas, mettons, je sais pas si tu as déjà fait un Flow ou un Logic App, mais si, mettons, tu veux dire, je drag and drop une boîte qui me permet d'aller lire dans SharePoint, Mm-hmm. là, il va te popper, rentre l'information d'authentification. Là, tu vas rentrer un user, là, il va t'amener dans l'authentification, puis il va te créer automatiquement à l'intérieur de soit Azure ou Office 365, dépendant si tu as fait une Logic App, il crée un connecteur après qui va rester. Puis ça, ce connecteur-là, moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est comme le implicit flow là, qu'on va créer, qui est vraiment le user, c'est ses droits qui vont s'appliquer. Ce qui fait que ton flow, quand tu l'as créé, mettons que c'est Guy qui crée le flow, puis qui rentre son compte pour connecter, c'est Guy, le flow va rouler comme Guy, là. Fait que je pense qu'ils ont été vraiment en utilisant en arrière de la couverte, j'ai l'impression que dans leur nœud, s'ils sont cohérents avec ce qu'ils nous disent de faire, ben à l'intérieur de leur nœud drag and drop, ils vont utiliser le graphe en arrière de la couverte, là. OK. Donc, même pour des films comme chez vous, dépendant du scénario, des fois, tu dis, ça se fait plus vite avec Power App, on va le faire comme ça, parce qu'au lieu de passer 3 semaines à programmer, on va passer juste 3 jours. Ben oui, définitivement, on fait beaucoup de Power App aussi. On va faire du Power App, on fait surtout du Power Automate, puis maintenant, de plus en plus de Logic App, parce que c'est pareil, puis mais sauf que ça tape plus la main sur le contexte d'exécution, là. OK. C'est dans Azure, on peut faire des pipelines, c'est beaucoup plus facile. Mais mettons que t'as quelque chose de simple qui doit surveiller une liste SharePoint pour envoyer un email ou pour, on va faire des Logic Apps qui font ça, là. Mm-hmm. C'est quand on a quelque chose qui est un petit peu plus corsé, qui va demander d'aller chercher énormément de stock. Il y a les clients veulent beaucoup savoir qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, là, Sors-moi une photo de tous mes sites qui ont des partages externes. Ça, il y a des outils comme JSoft, on a un outil qui fait ça. Mm-hmm. Il y a des outils qui existent qui vont sortir ça, mais tous les clients vont dire, mais là, je veux savoir combien de partages, combien de documents, combien sont vides, combien ont été accédés, là, il y a 50 millions de questions que t'as pas dans les outils, mais toutes ces réponses-là sont dans le graphe. OK. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder quelque chose qui va aller chercher tout ça, parce que ça devient trop gros. Si tu faisais un flow, tu drag and dropperais 40 000 boîtes SharePoint pour aller chercher plein d'affaires, là. Donc là, Joël, t'es un peu... On a fait une émission sur Power Apps il y a quelques mois. Guy, je sais pas si tu te souviens. Moi, je me souviens, à un moment donné, t'avais eu comme... je me souviens dans l'entrevue, à un moment donné, t'étais revenu en disant, finalement, t'es en train de nous dire que Power Apps, c'est pas pour monsieur putain tout le monde, mais c'est pour les développeurs. Puis c'était un peu comme le message que notre invité voulait nous dire, c'est de dire, mais non, Power Apps, là, si vous êtes un développeur, jetez un coup d'œil là-dessus parce que c'est pas un jouet, c'est un vrai produit que les développeurs peuvent utiliser au jour le jour aussi. Oui, on l'utilise, nous, parce que dans le fond, ça accélère le développement. Mais ça reste que, quand on est d'un point de vue développement, il y a certaines, je dirais la plus grande limitation, puis je fais des guillemets là, présentement, là, si on avait une caméra, là, c'est que ça roule dans un contexte. Fait que c'est sûr que pour un user, mettons, Guy, tu le crées ton flow, il va rouler dans ton compte. Si ton compte part, ça disparaît, là. Fait que d'un point de vue dev, on a besoin de rendre ça pas dans le contexte à Guy ou Mario, là. Fait que c'est là que des fois, vous allez me dire, c'est pas très compliqué, là. On peut créer un compte de service ou quoi, là. Mm-hmm. Et c'est là que peut-être le Logic App qui fait la même affaire que le flow au bout du compte, là, que le Power Automate, là. Peut-être des fois c'est intéressant. Ou si tu veux mettre un pipeline DevOps là-dessus là, pour déployer ça. Ouais. Si tu fais ça avec Power Automate, c'est pas nécessairement tout évident. Mais si tu le fais avec Logic App, là, t'as comme pas mal plus. Mais ça reste le même développement. Tu drag and drop, là, ça accélère beaucoup. On l'utilise beaucoup, là. Vraiment, c'est
Oui, ça permet à des citizen developers de faire beaucoup de choses, puis on aime bien gros ça, mais nous, ça accélère. Faire un trigger sur quelque chose, il n'y a rien de plus vite que Flow, là, ou Power Automate maintenant. Parce que l'avantage que Microsoft a unifié leur API avec le graphe, c'est tu réutilises toujours les mêmes façons. Si tu veux accéder à un utilisateur maintenant, un coup que tu as utilisé l'API une fois, 2 fois, 3 fois, ben la 4e fois, tu n'as plus peur. Là. Tu sais comment ça va marcher, tu sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Et quand tu arrives face à un problème, tu sais que j'ai ça dans ma coffre d'outils. Là. Je peux aller chercher l'utilisateur, je peux faire ci, je peux faire ça. Et c'est comme ça que tu peux aisément trouver une solution. Puis pas forcément devoir toujours dire ben là, il faut qu'il y ait un développeur qui rentre en ligne de compte. Peut-être même que l'analyste peut identifier la solution, puis avec des produits comme Power Automate ou Power App, ou s'il était un peu plus programmeur Logic App, créer lui-même sa solution, peut-être être assisté par un programmeur, puis lui va devenir le testeur aussi. Donc, des tout petites équipes, mais qui vont réussir à créer des solutions pour aider l'entreprise à pouvoir mieux s'automatiser. Oh oui, c'est vraiment... Puis même, tu sais, tout le monde, tu sais, quelqu'un qui maîtrise REST, c'est des URL, hein? Mm-hmm. Le défi, c'est d'obtenir l'authentification, mais quelqu'un qui comprend ça, après, c'est facile, tu fais toujours la même chose. Effectivement. Fait que, tu sais, n'importe qui, tu peux connecter un Excel là-dessus si ça te tente, tu sais. C'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est vraiment juste des endpoints REST. À quelque part, le fait que Microsoft ait fait ça, puis le fait que ça devienne de plus en plus standardisé en industrie, c'est-à-dire que on en voit de moins en moins des compagnies qui n'ont pas un Office 365 parce que c'est tellement de commodité que les gens disent il y a beaucoup de monde qui sont sur Google, là, sur Gmail. Ouais, mais des fois, tu vas regarder. C'est parce qu'ils sont pas dans ton écosystème, Mario. Ouais, c'est ça, on les voit pas, nous autres non plus. On les voit pas, mais pour avoir des fois eu à travers. Mais ils doivent avoir l'équivalent, tu sais, c'est vraiment... C'est sûr et certain, toutes ces compagnies-là, tu sais, c'est OK, tu offres des beaux services, mais après, tu sais, tout le monde a des API pour interagir avec... fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, en simple, c'est vraiment tout ce que... Quand tu utilises l'offre cloud de Microsoft, Azure AD, Office, ben, l'API, par excellence, ben, c'est grave. Mais ce que je m'allais dire, c'est que c'est quand même un différenciateur non négligeable. C'est-à-dire que si c'est avec Google Suite, oui, tu vas avoir des services, mais après ça, quand tu vas voir au niveau des API, ça sera peut-être pas aussi élégant. Là. Donc... Ouais, je sais pas, mais en fait, je l'ai pas regardé, mais c'est sûr que c'est un avantage. C'est sûr que c'est intéressant dans Office 365. Dire qu'on a une API comme ça qui nous permet de tout accéder. Ben, je sais qu'une des premières problématiques qu'il y a, si t'es avec un Google Suite, c'est que, tu sais, là, t'es obligé d'utiliser, ils sont ouverts à n'importe quel LDAP pour tout ce qui est ton fameux Active Directory. Tu sais, dans un monde où est-ce que c'est précané que tu utilises Active Directory comme Microsoft, c'est un peu le même avantage qu'il y a Apple, c'est-à-dire que quand tu donnes pas le choix à l'utilisateur, tu regardes, c'est ça va fonctionner comme ça, t'es capable de faire une solution très intégrée, très performante. Donc, ouais, mais là, comparatif avec G Suite, tout ça, là, on est tous les trois là qui connaissent pas cette plateforme. Exact. Moi, je m'avance pas là-dessus. Moi non plus. Hey, Joël, moi, je suis un développeur, je suis en entreprise, on a Office 365, j'ai un besoin là, précis, là, puis je vois que le graphe, là, ça m'aiderait, là. Je commence où, là, pour apprendre puis faire peut-être quelques tests? Tu commences en fait sur le blog de Dominique Saint-Amand qui a blogué cette semaine. Comment aller... En fait, il y a 2 posts pour des Authentication Providers. Il explique super bien entre applicatif et délégué. C'est la première question. Tu commences, tu dis, OK, comment je me connecte? Envoie-nous les liens. On va les mettre dans le bas de la page. Je vais t'envoyer les liens à la fin. Je les ouvre à mesure que je parle. À la fin, je vais vous envoyer ça, comme ça on pourra les mettre. Okay. Fait que tu commences par le Hot Provider. Comment je me connecte? Fait que là, selon le scénario. Puis là, dans les scénarios, quand tu vas arriver, c'est super bien fait. Parce que là, ils vont te dire, mettons, OK, est-ce que c'est-tu un web app qui appelle un API? C'est-tu un web API qui appelle un web API? C'est-tu un desktop app qui appelle? C'est-tu un mobile? C'est-tu un daemon? C'est-tu un user? C'est-tu un mobile? Fait que là, tu descends ça, puis là, t'arrives dans les différents providers qui vont te recommander. Puis là, tu choisis le provider. Puis après, une fois que tu as ça, ben là, ils vont te dire comment l'obtenir. Tu l'obtiens.
Après ça, tu t'en vas dans la référence API Reference, puis tu choisis tes API. Puis là, une fois que tu as spoté ton API, tu sais, mettons qu'on veut aller créer une tâche. Je l'ai jamais fait celle-là, puis je vais devoir le faire bientôt. Fait que dans l'API, il y a Task and Plan. Je vais dans Task and Plan, puis là, je vois ça ici. OK. Fait que là, ici, j'ai un exemple. Comment je fais pour ajouter une tâche dans un plan? Ici, Create a new task, Post. Fait que c'est graph Microsoft.com /v1.0/planner/tasks. Puis là, si je clique là-dessus, il me donne un exemple de body. Là, je vais prendre ça et je m'en vais où? Je m'en vais dans le Graph Explorer. Pour l'essayer. Tester ma patente. Parce que là, si je m'en vais direct dans le code, puis là, je vais te pogner une subtilité que ça me manque un ID à gauche, à droite, là. Puis là, fait que là, je gosse pas. Je m'en vais dans le Graph Explorer. Je vais mettre dans le lien ça, là, ce que je vous ai lu, /planner/task. Je vais copy and paster le beau petit sample de JSON body qui me donne là. Je vais remplir fill in the blank, là, je vais le tester, puis là, ça marche, puis là, après ça, je vais aller le rentrer dans mon code. C'est vraiment... Donc, les étapes, c'est je dois m'authentifier. Ensuite, je dois identifier l'API que je vais utiliser. Ensuite, je dois identifier dans l'API l'action que je veux que je veux faire. Ensuite, je le teste dans le comment on appelle ça le Graph Explorer. Le Graph Explorer, merci. Puis une fois que tout ça a marché, ben ensuite j'extrais tout ça puis je le place dans mon code puis bingo. Bonsoir, on vient de compléter nos affaires. Exact. Le Graph Explorer, c'est juste une application web ou c'est Ouais, c'est vraiment sur le site, c'est bien fait, c'est une petite interface web puis ils ont déjà quand tu arrives dedans, ils ont déjà des endpoints préfaites. Fait que tu sais, quand tu arrives dans Graph Explorer, là, ils ont Simple Query. On va le mettre... Oui, je vais tout vous envoyer ça, mais ils doivent avoir à peu près une cinquantaine de... Tu sais, mettons, tu dis, je veux envoyer un courriel ou je veux rentrer de quoi dans le calendrier. Là, je suis dans l'Explorer présentement. Là, Outlook.mail, .calendar, il y a 7 exemples. My event for next week. All event in my calendar. All my calendar. Tu sais, il y a plein déjà. OK, schedule a meeting. Add graph community call. Track change on my event. T'sais, fait que là, il y a beaucoup de endpoints qui sont déjà là. Fait que tu peux tester, tu restes juste à les, comme tu as gosser pour les faire marcher. Fait que ça, le Graph Explorer, c'est la première place à aller. Là. Il y a des samples, là. Écoute, 8, 10, il y en a au moins 100, là. OK, Search 12, Security 23, SharePoint List 5, SharePoint Site 7. T'sais, c'est vraiment... Fait que je vais vous donner le lien, mais le Graph Explorer, il est déjà fait. Il y a des queries déjà faites. Tu fais juste cliquer dessus. Tu fais send, run query, mettons le my profile, run query, bang, ça me sort ça. Fait que ça, c'est très bien fait. Excellent. C'est très bien fait. Là. Si vous partez de là, ça vous permet de construire vos requêtes, puis après ça, de les mettre dans votre code. Super. Écoute, Joël, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on oublie que toi, ou une dernière chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Pas spécifiquement. En fait, ce que je vous dirais, c'est que le graphe, moi, ça fait un bout qu'on travaille avec, puis on voit vraiment que c'est toujours de mieux en mieux. Il y en ajoute. C'est très vivant. Quand vous parlez aux gens de Microsoft, vous dites comment je fais pour pouvoir créer, peu importe ce que vous allez dire, ils vont toujours vous répondre graphe. C'est pas tout là encore. Il y a des bouts des fois que vous allez arriver, puis vous allez vous dire, ça nous arrive là. Je vous dirais là, de moins en moins, mais ça nous arrive toujours. Là. Mais c'est vraiment, on voit vraiment que c'est un cap. Là. Fait que moi, je vous dirais, mettez ça sur... si vous voulez faire du développement autour d'Office 365, vous devriez aller vers là. Puis compenser en attendant. Parce que dans le fond, à un moment donné, tout va être là. C'est peut-être le seul commentaire, là, c'est quelqu'un qui rouvre le graphe puis qui pense que ça fait tout maintenant. Et il va avoir des déceptions. Là. Mais c'est pas parce que ça fait pas tout qu'il faut dire j'ignore complètement ça parce que c'est là que non, c'est ça. Donc tu peux pas l'ignorer. C'est ça. Moi, ce qu'on fait nous, puis surtout que maintenant dans les blogs Pause de Dominique que vous allez lire, c'est un exemple qu'on a fait où il utilise le graphe pour faire, puis il y avait un 10% qui est obligé d'utiliser l'API de SharePoint. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise exactement le même provider avec les mêmes droits, Fait que donc, on n'a pas besoin de se réauthentifier. Fait que dans le fond, on utilise la même sécurité. C'est juste que là, au lieu d'envoyer ça au graphe, on l'envoie à SharePoint. Et en passant, c'est que tout ce que vous allez faire avec l'identité, vous pouvez le faire sur tout. Tu sais, mettons, tu vas aller chercher les activités d'audit d'Office 365.
Même façon, là, c'est un autre API, mais c'est toujours avec un authentication provider, toujours la même chose. Fait que ça, on le réutilise, puis un moment donné, ben, quand il apparaît, on le change. Puis... Fait que c'est ça. OK, c'est bon. Ben écoute, Joël, on te remercie. Ouais, ça a été super intéressant. Maintenant, je sais c'est quoi un graphe, puis que ça s'attache sur Office 365 et tout ça. Donc, merci bien, Joël, de cette introduction. Ben, merci à vous autres, là. C'est super cool. J'ai vraiment content d'avoir jasé avec vous. On va souhaiter, nous bonne programmation à nos auditeurs. On les revoit le mois prochain, donc entre-temps, ben, on publie l'émission au début du mois de janvier, donc on va souhaiter une bonne année. Le temps des fêtes est passé, mais l'année 2021, on va souhaiter une année 2021 moins tordue que l'année 2020, peut-être. On l'a déjà oublié, là, 2020, là. Un vaccin, ça a l'air que c'est la seule solution pour vraiment s'en sortir. Donc, sur ça, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On les revoit le mois prochain. Au revoir. Merci, bye. Visual Studio Talk Show.